Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Nicole Belloubet qui demande la sanctuarisation du budget du ministère de l'Éducation nationale malgré la baisse du nombre d'élèves. Est-ce que vous l'approuvez ou est-ce que vous désapprouvez, tout simplement? Je suspendrai mon jugement en tant que professeur de philosophie, mais il me semble que la question du budget, pour moi, est secondaire par rapport à l'état de cette institution, de ce service public qui va vraiment extrêmement mal. C'est une baisse depuis 30 ans du niveau scolaire. C'est une catastrophe aussi par la pénétration de l'islamisme à l'école. Il y a également le problème des inégalités à l'école, l'inégalité des chances. Cette école républicaine ne fonctionne plus. Avant même d'aborder la question du budget, je crois qu'il faut faire un état des lieux de cette institution. Une inégalité des chances, et pourtant, quand on se retrouve dans des établissements scolaires, dans un secteur donné, tout le monde peut accéder à ces établissements, pourvu que ce soit dans leur secteur. Oui. Donc il y a une égalité quand même quelque part. Oui, tout le monde peut entrer, mais tout le monde n'entre pas non plus dans les mêmes classes. Quand vous avez, on peut le calculer aujourd'hui, vous avez par exemple des enfants qui viennent de milieux dont les parents sont au chômage ou sont simples employés. Ils ont entre 25 et 30% de chances d'avoir un baccalauréat général parce qu'ils vont être orientés auparavant. C'est-à-dire que l'école, au fond, n'est plus un ascenseur social et ne parvient plus à transmettre une culture commune. Est-ce que ce que vous dites, c'est finalement l'inverse ou c'est plutôt la poursuite de ce que disait Bourdieu, c'est-à-dire que l'école, même républicaine, même égalitaire, continue de produire les inégalités. Ça, c'est un constat et c'est une observation. Ensuite, on n'est pas forcément pour autant d'accord avec les solutions que propose ce sociologue. Pour ma part, je serais très réservé sur ces solutions. Oui, mais je vous parle du constat. Mais pour le constat, absolument. Le constat est juste. Nous sommes le dernier pays de l'OCDE sur le plan de l'égalité scolaire. Mais c'est quand même très frappant parce que, d'abord, l'ascenseur social par l'école, c'est quand même quelque chose qui a existé, c'est même ce qui a fait le succès de l'école républicaine, et ce qui fait l'école en général, même quand elle n'était pas républicaine. La deuxième chose, c'est que précisément, on est même allé très loin dans l'égalité, puisqu'on a voulu que tout le monde ait le bac. Donc, au nom du principe de l'égalité. Ça, ce n'est pas l'égalité, c'est un mensonge. C'est-à-dire que quand on donne un diplôme qui est démonétisé, qui n'a plus de valeur, c'est un mensonge. Et je crois que l'école vit sur ce mensonge. Ça fait 20 ans qu'on proclame l'égalité des chances dans les lycées. Elle n'existe pas de fait, cette égalité des chances. Elle existe sur le papier. C'est-à-dire qu'au nom de l'égalitarisme, finalement, on a tué l'égalité. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Oui. Êtes-vous satisfait du départ de Nicole Belloubet ? On ne peut pas dire que ce soit une ministre qui ait pris la mesure, justement, du naufrage de cette institution. Et je pense qu'en dépit de ses déclarations, elle n'a pas non plus pris la mesure de la question de la laïcité à l'école. On va revenir sur ces deux points. L'arrivée d'Anne Genetet vous rassure ou vous inquiète ? Je ne vais pas non plus me prononcer sur sa personne. J'espère que son profil peut-être. J'espère que son premier acte sera de prendre justement la mesure de l'état de cette institution, parce que si on ne dit pas la vérité aux Français, on ne pourra pas refonder cette école. Aujourd'hui, il faut reprendre, je pense, les choses depuis le départ. Il y a une autre. Vous partagez la colère des syndicats d'enseignants par rapport à cette nomination, par rapport au fait qu'elle n'est absolument pas issue du Sérail. C'est effectivement un problème. C'est un problème ? C'est un problème. Maintenant, on peut... Vous n'êtes pas du genre, comme Clémenceau, de dire la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires, l'éducation nationale est trop sérieuse pour la confier à des gens du Sérail ? Ça dépend du profil. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. Je pense que d'anciens enseignants sont peut-être... on en a connu d'ailleurs des ministres qui ont eu une politique tout à fait positive sur l'école et qui étaient eux-mêmes enseignants.
Il y a une autre nomination sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, surtout le héros de la laïcité que vous êtes, dans les deux termes d'ailleurs. Othman Nasrou est nommé comme secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. J'ai connu Monsieur Nasrou avant même d'être exposé et médiatisé. Je l'avais contacté, comme j'ai contacté d'autres élus, pour me soutenir dans un projet avec mes élèves, pour leur montrer une pièce de théâtre. Et je dois dire que j'ai été extrêmement bien accueilli par Monsieur Nasrou, qui m'a vraiment aidé dans mes démarches. Ensuite, au moment de mon exposition, après ma publication de la lettre dans l'Obs et dans d'autres journaux, il s'est inquiété. Il a été l'un des premiers à s'inquiéter avec Valérie Pécresse de ma sécurité, et il a fait le nécessaire aussi pour que je sois en sécurité. Alors, donc j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de cette nomination. Précision. Ce secrétariat d'État devait être un secrétariat d'État à la laïcité. Il est devenu un secrétariat d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Oui, alors la laïcité est comprise dans la citoyenneté, puisque la loi républicaine, c'est une loi qui s'applique à tous, indépendamment des communautés. Elle ne reconnaît pas d'autres communautés que la communauté nationale. Donc on peut considérer que le titre reste pertinent. Pour ce qui est de la lutte contre les discriminations, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit finalement la question centrale aujourd'hui dans notre pays, même si bien sûr il faut lutter contre les discriminations. Ces discriminations, entre parenthèses, elles sont faites aujourd'hui par ceux qui cherchent à soustraire des hommes de la communauté nationale. Par exemple par exemple, à commencer par les islamistes eux-mêmes, qui, en réalité, pratiquent une forme de ségrégation dans les classes. Je l'ai vu notamment lors de ma dernière année. Les garçons salafistes ordonnent aux jeunes filles de ne pas se mêler, de ne pas s'asseoir à côté des garçons en classe. Vous avez assisté à de telles scènes dans une classe de philosophie, en terminale, en banlieue parisienne. Vous estimez qu'il y a combien de jeunes salafistes ou tentés par le salafisme sur une classe de 30 élèves? Ça dépend des classes. Après les attentats de 2015-2016, il s'agissait de personnes isolées. En 2020-2021, on peut dire que dans certaines classes que j'ai eues, les salafistes contrôlaient la classe. C'est-à-dire que il n'était pas question... À combien ? Il suffit de 2 garçons dans une classe pour imposer cet ordre-là. C'est les minorités déterminées. Oui, et d'ailleurs, il faut quand même souligner le fait, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais que la République n'a pas protégé, y compris les élèves musulmans, qui ne sont pas eux-mêmes, qui résistent à cette emprise salafiste. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient une foi musulmane, sincère, et qui refusaient cette pression. Bon, c'était la dernière année, il n'y en avait plus beaucoup, évidemment. Alors, c'est ce qui vous a fait connaître, Didier Lemaire, on y revient, c'est des menaces que vous avez dénoncées pour vous être opposé à l'islamisme. Et puis encore, vous êtes retrouvé donc, sur le banc des accusés donc, de diffamation. Oui, j'étais accusé de diffamation par le maire de Trappes, à la suite d'ailleurs 3 jours après l'annulation des élections. À Trappes, les élections municipales. C'était Othman Nasrou, justement, qui avait demandé. Et Ali Rabet a été réélu maire de Trappes. C'est ça. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, parce que M. Rabet, je le connaissais, nous avions travaillé ensemble au lycée avec mon proviseur à des projets de déradicalisation, donc il n'y avait aucune inimitié entre nous. Et il s'est saisi, je pense, de ma parole et de mon exposition. Donc, en l'occurrence, d'un interview que vous aviez accordé à nos confrères du Point, absolument, où vous disiez que Ali Rabet vous a mis une cible dans le dos. C'est ça. Exactement. Et je dénonçais finalement son irresponsabilité en tant qu'élu que de colporter des rumeurs me concernant mon racisme, ma supposée islamophobie notamment. Et à un moment où j'étais sous escorte policière, j'allais au lycée escorté de policiers armés depuis mon domicile jusqu'à ma salle de classe. Alors, dans un contexte quand même qui est terrible. Dans ce contexte-là, effectivement, Didier Lemaire, donc
Pour l'instant, donc, le tribunal vous a relaxé de cette accusation de diffamation. La 17e chambre correctionnelle de Paris m'a relaxé, en effet. Bien connu des journalistes. Voilà. Maître Jakubowicz, mon avocat, a démontré, d'une part, qu'il ne s'agissait pas que mes propos ne relevaient pas de la diffamation, et d'autre part, il a apporté des éléments de contexte qui faisaient comprendre que mon propos était un propos de bonne foi et qu'il n'y avait pas de mauvaise foi ou d'intention de salir, de manipuler, parce que autour du maire de Trappes, tout de même, il y a eu des journaux qui ont relayé des accusations quand même assez graves sur ma santé mentale, notamment, mettant en cause ma probité, mon honneur. Un préfet également l'a fait, le préfet Jacques Brault à l'époque. Il y a eu une campagne... Vous accusez d'exagérer la menace. Oui, on a essayé de me... pas, mais de l'exagérer. Oui, on a essayé de me discréditer. En gros, il s'agissait de me faire passer pour un mythomane et de ne pas reconnaître finalement que Trappes est un territoire conquis par l'islamisme. Ce que j'ai observé pendant 20 ans. Donc, on a voulu me faire taire de cette manière-là, en me discréditant. Et la campagne du maire, je pense, qui est allée sur de nombreux plateaux pour lui aussi me discréditer, s'inscrit dans ce contexte. Vous êtes soulagé ? Oui, je suis soulagé, oui. Oui, c'est un moment de reconnaissance aussi de mon combat et de la vérité de ma parole. Vous pensez que vous allez pouvoir revenir à Trappes ? Je pense que pour des raisons de sécurité, ce ne serait pas très raisonnable. J'aime beaucoup ce métier. C'est un métier que j'ai exercé avec passion et notamment à Trappes parce que je me sentais peut-être plus utile encore qu'ailleurs. J'ai eu aussi de très très belles années. Chaque année, j'y allais avec plus de joie, hein, vraiment. Mais je crois que non, ce n'est pas raisonnable. Donc, pour vous, Trappes est un territoire... Vous avez perdu en tous les cas cette bataille quelque part. Oui, mais c'est la République qui l'a perdu. Moi, j'ai alerté le président de la République avec Jean-Pierre Aubin dès 2018, justement... Jean-Pierre Aubin, donc inspecteur général de l'Éducation nationale, voilà, qui avait fait des rapports très remarqués sur la laïcité. Voilà, donc nous avons averti, et puis rien n'a été fait finalement pour soustraire ces jeunes à l'emprise des recruteurs salafistes à Trappes. Je reviens justement sur la situation et l'état de l'éducation nationale aujourd'hui et la prise de fonction de cette nouvelle équipe. Quelles doivent être ses priorités ? Je pense qu'il y a plusieurs priorités. D'abord, la première chose, c'est que 50% des enseignants aujourd'hui sont sous censure. Ça veut dire que l'islamisme a pénétré réellement l'école. Donc là, je pense qu'il faut rétablir l'autorité de ces enseignants. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures à prendre. Une ou deux mesures. Mais la première, c'est la fermeté concernant les menaces contre les professeurs. Ça, exclure ceux qui les profèrent, par exemple ? Et définitivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transiger, on ne peut pas attendre. Il ne s'agit pas de conseil de discipline. Nous sommes dans une situation qui n'est pas exactement... Notre pays n'est plus dans un état de paix. Il est dans un état, il n'est pas non plus dans un état de guerre, mais il est dans un état où chacun demain, par sa parole, peut être menacé. De nombreux professeurs l'ont été. Il se trouve que ma parole, ou évidemment celle d'autres enseignants qui ont été tués, est visible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les professeurs qui eux-mêmes subissent ces pressions au quotidien. Ça, ce n'est pas connu. Quelles sont d'ailleurs, vous, les menaces qui avaient été proférées à votre encontre ? Alors, exact. J'ai toujours été très précis là-dessus, parce que là encore, on m'a accusé d'avoir fantasmé des menaces. Suite à la publication de ma lettre dans l'Obs, ma lettre aux enseignants, alertant encore une fois sur l'islamisme, je suis contacté par... D'abord, je préviens les autorités policières, parce que je sais que ça peut être dangereux. Je les préviens et... à ce moment-là, un colonel des renseignements territoriaux m'explique que la ville de Trappes est en ébullition et que ma situation est extrêmement périlleuse. Voilà. Je rappelle quand même que quelques mois avant ma propre exfiltration, 2 mois auparavant, une autre collègue d'un autre établissement de Trappes est exfiltrée, elle, en catimini, sans que personne ne le sache, parce qu'elle est menacée par un parent d'élève.
Vous avez été menacé par des parents d'élèves? Alors moi, je n'ai pas été menacé par des parents d'élèves. Alors les menaces précises, elles ne sont pas. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Plutôt, vous avez été contacté par quelqu'un des renseignements territoriaux, et c'est comme ça que vous avez appris que vous étiez menacé. Oui, absolument. Je ne suis pas. Il n'y a pas de menace qui a été directe, qui avait été proférée en classe. Mais je rappelle que Samuel Paty non plus n'a pas été. Il n'y a pas eu de menace de mort proférée contre lui directement. Ça avait été quand même dans les réseaux, ça avait été propagé. C'est comme ça que. Mais de la même façon, dans les réseaux, et une journaliste néerlandaise d'ailleurs qui m'a appris, qui a enquêté 3 fois sur Trapp, que si je continuais de parler, c'est les paroles qu'elle m'a rapportées, si je continuais de parler de Trapp, je serai le prochain Samuel Paty. Donc voilà ce qui se disait dans la ville de Trappes, dans les milieux associatifs. Didier Lemaire continue de parler, il sera le prochain Samuel Paty. Vous êtes justement, vous parlez de Samuel Paty, vous êtes un professeur du public, un enfant de la laïque, comme Samuel Paty, comme Dominique Bernard, assassiné à Arras, comme tant d'autres qui ont à cœur de continuer à transmettre et à enseigner. N'est-ce pas là, plus exactement, la force de l'éducation nationale, plus encore que la laïcité? Oui, la force de l'éducation nationale, et je pense que c'est un point qu'il va falloir aussi reprendre au niveau le plus haut politique, c'est sa mission. Et quelle est la mission d'un enseignant? C'est de transmettre une culture commune, et pas n'importe laquelle, la culture humaniste, c'est-à-dire la culture qui permet à chaque individu d'accéder à sa singularité, à sa liberté, mais aussi de comprendre l'autre, d'accéder à l'autre par le travail de l'universalité de la raison. C'est-à-dire qu'il y a cette partie qui est le travail de transmission des connaissances, d'instruction, de développement de la capacité de juger, et de l'autre aussi, il y a, grâce aux humanités, un accès à ce qui est singulier et ce qui ne peut pas être généralisé grâce à l'art notamment. Et cette culture, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet d'accéder à notre propre individualité et donc à devenir plus tard des citoyens. Les droits de l'homme et du citoyen s'articulent. On ne peut pas être citoyen si on n'est pas non plus pleinement un homme. Merci beaucoup Didier Lemaire. Et pour poursuivre la réflexion, je recommande vos livres, et notamment le dernier, Petite philosophie de la nation, c'est chez Robert Laffont. Merci. Merci beaucoup Didier Lemaire, et merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir commenté avec nous cette